bonjour à tous et bienvenue dans Transfo, l'émission faite par et pour les managers. C'est une émission proposée par GERM, le réseau national du progrès à des managers. GERM qui compte aujourd'hui plus de 3500 membres sur toute la France. Et pour ce nouveau numéro de Transfo, on va se pencher sur une question qui vous concerne tous, vous qui nous regardez. En effet, le manager peut-il encore poser un cadre? En effet, comment manager quand on demande toujours plus d'autonomie et de souplesse, mais en même temps on attend des résultats et des engagements? Alors jusqu'où peut aller la liberté? Quand faut-il recadrer? Et finalement, ça veut dire quoi, poser un cadre? Eh bien, autant de questions que nous allons poser à nos invités durant ces 45 prochaines minutes. Des invités qui vont nous partager bien sûr leur quotidien de manager, mais également leurs difficultés. Et puis, l'autre invité, eh bien, ce sera vous. En effet, vous êtes invité à partager notamment vos questions. Et puis tout de suite, là, maintenant, dites-nous d'où vous nous regardez. Alors, comment faire pour nous écrire? Eh bien, c'est simple, c'est sur votre droite, votre écran. Vous nous partagez la ville ou encore le département d'où vous nous regardez. Et puis nous, eh bien, on va découvrir dans le même temps d'où nous arrivent nos invités. Ils sont trois. Bonjour à vous trois et on va commencer avec vous, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Ruffnack, vous arrivez de Bauffsheim, près de Strasbourg. Au-delà de votre localité, vous êtes le dirigeant de Tempera Solutions. Il y a 5 ans, vous avez racheté l'entreprise qui propose des solutions de chauffage et de climatisation. Et aujourd'hui, eh bien, la société compte notamment 10 collaborateurs. Et vous êtes membre de GERM depuis 7 petits mois. Et vous êtes même le président de votre groupe, s'il vous plaît. Avec nous également Camille Siard. Vous étiez directrice d'une école de commerce à La Rochelle. Durant cette période, il a fallu justement remettre un cadre. Et vous allez nous partager finalement quel était votre quotidien. Et puis vous suivez le parcours GERM depuis 4 années déjà. Et puis enfin, avec nous également Aurélien Bamdé. Vous êtes tout juste nommé directeur des risques en assurance chez Apivia Courtage. C'est une filiale de la Massif. Vous êtes basé à Tours comme vos 17 collaborateurs et vous avez débuté un cycle émergence depuis septembre. Bienvenue donc à vous. Et puis on va regarder aussi d'où viennent nos autres invités derrière les écrans. Nantes, bien sûr, Seine-et-Marne, Saint-Quentin, Marseille, bébé, forcément. Eh bien, bienvenue à vous et où que vous soyez, merci d'être là avec nous en direct pour cette émission Transfo. Une émission donc qui se penche sur la réalité des managers sur le terrain. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser au cadre que peut ou doit poser le manager. Et avant d'aller plus loin, eh bien, on va tenter peut-être déjà d'évoquer ce qu'est un cadre. On va en parler avec nos invités. En effet, c'est déjà un peu complexe de définir finalement ce qu'est un cadre. Et justement, quand on dit cadre, Aurélien, vous tiquez un petit peu, parce que vous jugez peut-être ce mot un peu trop contraignant. Alors pour vous, c'est quoi un cadre ? Oui, en effet, intuitivement, on associe souvent le cadre à la norme, à la contrainte, à la borne, aux limites. Et moi, j'ai plutôt envie d'y voir une direction, un sens, un cap, parce qu'au fond, à bien y réfléchir, qu'est-ce qu'une règle ? La règle vise à harmoniser des pratiques, et donc finalement, si les personnes objets de la règle adoptent les mêmes pratiques, les mêmes conduites, elles vont dans le même sens. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que le cadre doit être associé plutôt au cap et à la direction. Un cap, une direction, pour vous Emmanuel, c'est quoi un cadre de travail ? Effectivement, on peut considérer que dans le cadre d'un objectif commun qu'on a construit en entreprise, les gens, ils arrivent de leur vie privée et ils mettent en application dans leur travail ce qu'ils sont. Et il n'y a qu'une vie pour moi. Ça veut dire que le cadre est dans une seule vie. Il y a le travail, il y a la vie privée, mais c'est une seule vie. Et on est au travail comme on est dans la vie. Et quand on est bien au travail, on sera bien dans sa vie. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ça rend tout flexible ? La flexibilité est un élément important, mais par contre, ça doit correspondre au cadre général qu'on s'est fixé à l'entreprise. Les objectifs sont communs, ce que vient de dire Aurélien. Les objectifs sont définis ensemble. Et dans ce cadre-là, ils peuvent faire comme ils veulent. Et c'est la flexibilité totale. Alors, vous l'entendez, on entend déjà beaucoup de choses sur ce terme. Alors, Camille, comment on définit un cadre ? Belle question. Moi, je dirais, si on tâche de simplifier les choses, d'aller à l'essentiel, que c'est la manière dont on fonctionne les uns avec les autres, on fonctionne les humains dans l'entreprise. Et pour moi, c'est quelque chose qui se co-construit, mais qui doit être porté et incarné par le manager.
ce qui permet derrière effectivement de l'ajuster en permanence. On en a parlé juste avant et je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission. Alors justement, ajuster, c'est aussi s'ajuster aux équipes, à l'équipe, aux différents profils. Alors finalement, peut-être qu'on peut avoir un cadre dans un cadre. Comment on peut définir ça? Alors moi, si je pouvais donner une image, ouais. ce serait les poupées russes. Vous voyez, tout le monde connaît cette image-là des poupées russes. Donc effectivement, c'est des cadres dans des cadres dans des cadres. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va rassembler toutes ces personnes qui viennent au même endroit. Et donc, ça permet, cette variable d'ajustement, de le voir d'une manière effectivement très diversifiée, très méta, de le voir sous cet angle de la poupée russe et de pouvoir justement ajuster à certains endroits sans que ça remette en question tout le cadre global. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve, d'avoir cette approche-là qu'une approche vraiment figée et unique. C'est ça, bouger les petits cadres sans bouger le grand cadre. Mais justement, Emmanuelle, des petits cadres, il y en a plein, puisqu'il y a plein de collaborateurs. Alors, comment on s'adapte à chaque profil? Moi, je pense qu'il faut s'adapter à chaque profil parce que chacun a son projet de vie. Le projet de vie d'une jeune maman n'est pas le même que quelqu'un qui va rentrer en retraite dans 6 mois, par exemple. Donc, il n'a pas le même projet de vie, donc il n'a pas le même impact dans l'entreprise. Donc, en fait, avoir défini le cadre et de l'avoir mouvant, etc., tout le monde a son projet de vie, tout le monde doit appliquer son projet de vie au quotidien, et ça se verra forcément au travail. Donc, si on lui met des difficultés dans son projet de vie à lui, on aura des difficultés dans l'entreprise. Donc, une personne heureuse, une personne qui est bien dans son cadre de travail, elle sera exactement bien aussi dans son cadre personnel et dans les objectifs de l'entreprise. Ça paraît presque simple quand vous nous le dites. Alors, on parle d'individu, ça l'est, et on va le confirmer pendant ces 40 prochaines minutes. Mais alors, on parle de l'individu, on parle du collectif. Aurélien, finalement, le cadre est-il finalement pour l'individu ou pour le collectif? Le cadre est pour les deux, en vérité, puisque évidemment, il faut définir un cadre commun. Qui va emmener tout le monde. Il faut aller dans le même sens, on est dans une entreprise, donc il faut atteindre le même objectif, mais en même temps, il faut aussi s'adapter en fonction des personnes qui ont des niveaux d'autonomie plus ou moins différents, et donc être en capacité de s'adapter et d'être agile, et de faire en fonction de chacun. Agile, forcément, on va en reparler tout au long de cette émission. Maintenant qu'on a posé à peu près les bases sur ce terme cadre, eh bien, on va aller encore un peu plus loin sur le terrain pour découvrir justement peut-être les difficultés, mais surtout ce qu'ont pu constater nos invités. Et avant justement d'aller sur le terrain avec nos invités, on a aussi envie d'aller sur votre terrain, vous qui nous regardez. Dites-nous peut-être qu'est-ce qui est peut-être le plus difficile pour vous en tant que manager. Fixer des règles communes sans brider les individualités ou encore peut-être s'adapter à chacun sans créer d'inégalité, on en reparlera. Ou alors peut-être ce qui est plus difficile pour vous, c'est peut-être faire respecter le cadre dans la durée ou encore arbitrer entre attentes individuelles et collectives, on vient d'en parler. Dites-nous, partagez-nous ce qui est peut-être le plus difficile pour nous. Et puis nous, eh bien, on va continuer. Aurélien, vous misez sur l'autonomie, justement, dans ce cadre. Cependant, finalement, tout le monde n'est peut-être pas forcément à l'aise avec l'autonomie mise dans votre cadre. Expliquez-nous. Alors c'est vrai que moi, en première intention, j'ai tendance à vouloir consentir une grande liberté avec les personnes avec qui je travaille. Puis un jour, j'ai une collaboratrice qui m'a reproché, en tout cas m'a indiqué qu'elle n'était pas à l'aise avec cette grande latitude que je lui laissais. Il y avait besoin de plus de proximité et c'est là où je me suis dit, mais oui, effectivement, bien en fait, toutes les personnes, tous les collaborateurs n'ont pas ce même rapport à la liberté, à l'autonomie, et donc il faut aussi adapter son management à la typologie de personnes qu'on manage, et donc éventuellement resserrer le cadre si besoin, et notamment faire du management de proximité. Oui, c'est ça, parce que là, entre guillemets, vous avez eu de la chance qu'elle puisse vous dire je ne suis pas à l'aise, moi, avec l'autonomie. Mais comment on arrive finalement à déceler quand ce n'est pas OK pour le collaborateur ? En communiquant régulièrement avec lui, en allant avec lui, en lui posant des questions, en l'interrogeant, en le suivant. Et rapidement, de proche en proche, on s'aperçoit si le collaborateur est à l'aise avec le cadre de travail posé, et en rechallengeant systématiquement ce cadre de travail, en lui demandant si c'est OK pour lui.
Et ça, on va le dire toujours, mais effectivement, proximité avec les équipes, forcément. Et on le voit, le sondage l'indique. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous qui nous regardez? C'est notamment fixer des règles communes sans brider les individualités. On a commencé à en parler en première partie. On va le poursuivre justement avec vous, Emmanuel. Comment justement on gère ce sentiment de privilégié? Lui, il a eu le droit et puis pas moi. Comment on gère ça? C'est une excellente question. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il ne peut pas y avoir de privilégiés. Il peut y avoir des cas particuliers, des choses qu'on gère d'une manière particulière parce qu'il y a une période de sa vie qui est complexe, difficile, qui a vécu quelque chose de difficile ou alors l'entreprise n'est pas impliquée. Et donc, ça demande du dialogue et de la confiance avec les autres. Si on crée le climat de confiance dans l'équipe, on aura l'attitude à pouvoir offrir ces privilèges qui sont forcément mesurés dans le temps, qui restent circonscrits, on va dire, dans le cadre de l'objectif commun. Donc ça, c'est vraiment essentiel de ne pas créer des privilégiés pour créer des privilégiés. Et créer un privilégié, entre guillemets, ce n'est pas un privilégié, on ne crée pas de différence. On accompagne. Et quand on accompagne, c'est beaucoup plus simple parce que tout le monde est au courant. Alors justement, quand vous dites tout le monde est au courant, on y reviendra sur la communication forcément essentielle, vous vous en doutez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut demander l'avis aux autres collaborateurs? Non, on ne demande pas l'avis. Quand on a pris sa décision, etc., on partage cette décision et on l'explique. Et après, Aurélien l'a dit tout à l'heure, il faut multiplier les feedbacks. Il y a des gens avec qui on a besoin de plus de feedback, d'expliquer beaucoup plus. Et multiplier ces moments d'échange et de communication sont essentiels pour que tout le monde ne se sente pas privilégié, justement. Alors, on va parler d'un privilège, mais c'en est pas un, forcément. Parfois, les difficultés, c'est aussi perdre un collaborateur suite à un décès. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter ce que vous avez pu vivre? Et puis ensuite, on ira sur le comment on gère ça, justement. Effectivement, dans un service de 8 personnes, j'ai quelqu'un qui est décédé, qui s'est tué en moto, en l'occurrence. Et donc, évidemment, c'est un choc important pour le service. Donc, en fait, il y a le moment du deuil, et chacun ne le vit pas de la même manière. Donc, il faut accompagner tout le monde, avec plus ou moins de proximité. Il faut les accompagner, mais il faut surtout très, très bien préparer l'arrivée du successeur. Et il faut surtout utiliser des mots importants comme successeur et pas remplaçant. Donc ça, c'est très important dans le choix des mots. C'est pas quelqu'un qui remplace quelqu'un qui est décédé, parce que ça, c'est impossible. Par contre, les accompagner avec le successeur qui a sa personnalité, qui a son propre projet de vie, c'est essentiel à mes yeux. Mais alors, comment, pardon d'insister sur cette situation forcément délicate et qu'on ne souhaite à personne, mais comment on garde un cadre juste sans déséquilibrer l'équipe? Parce que là, on peut imaginer combien ça peut être difficile. En fait, ça, c'est une question de temps. C'est que la vulnérabilité n'est pas un problème en soi, c'est un problème à gérer dans le temps. Ça veut dire qu'on sait tous que tout le monde n'a pas la même courbe de deuil, mais par contre, il faut aller chercher dans cette courbe de deuil l'engagement de chacun. Et c'est de chacun, ce n'est pas de l'équipe, c'est de chacun, puisqu'il n'a pas tous, encore une fois, les mêmes courbes de deuil. On va revenir sur des sujets un peu plus légers, mais on reste malgré tout dans les difficultés parce que qui dit cadre, quels que soient les contours ou le sens ou les règles, à un moment donné, parfois, oui, ça arrive, eh bien, le cadre est dépassé. Alors dans ces cas-là, à quel moment faut-il sanctionner, Camille? Et est-ce qu'il faut sanctionner? Intéressant aussi comme question. Je pense qu'il y en a pas mal qui se le sont posées, qui nous regardent. Je crois que déjà l'acceptation est importante. Accepter la situation et accepter qu'à un moment donné, peut-être, on n'a pas posé les limites au moment où on aurait dû les poser. Donc je crois que ça ramène aussi à soi de se dire peut-être qu'à un moment donné, je ne me suis pas suffisamment écoutée. Et je trouve que c'est porteur de sens aussi pour la suite. Est-ce qu'il faut sanctionner quand c'est nécessaire? Je dirais que oui. C'est mieux d'éviter d'en arriver là, effectivement, et je pense qu'il y a des étapes aussi dans cette dynamique de sanctions. Pour moi, c'est un mot assez fort qui arrive à un moment vraiment où on est un peu à un point de non-retour. Et je pense que quand on a la clarté d'esprit, en tout cas, ce n'est pas toujours facile de l'avoir au quotidien face à certaines difficultés, de repérer les points de vigilance, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, d'être dans l'observation, d'être dans la communication, ça permet déjà d'ajuster les choses. Donc j'aime bien le terme ajuster avant d'arriver à la sanction. Après, parfois, ça peut être nécessaire. On parlait d'exemplarité tout à l'heure, tu parlais d'exemplarité. Il me semble aussi que savoir trancher, savoir se positionner, savoir sanctionner
quand on avait bien posé le cadre et qu'il a été dépassé et que c'est en tout cas nécessaire d'en arriver là, c'est aussi une manière de privilégier le collectif et de montrer aussi aux uns et aux autres qu'on prend sa responsabilité et que dans ce genre de situation-là, il y a des conséquences. Ouais. Et après, je rajouterai le fait est qu'une sanction pour une sanction, à mon sens, n'a pas tellement d'intérêt si elle ne va pas avec une compréhension aussi de la sanction et de l'acte et pourquoi on en est arrivé là, et que chacun prenne aussi sa responsabilité, probablement aussi celle du manager. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Oui, donc ça veut dire oser dire je me suis trompée, j'ai pas été claire. Ou j'ai pas suffisamment posé les limites, ou j'ai pas suffisamment pu observer qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un manque. Ça, je pense que c'est très important. Mais finalement, à quel moment on sanctionne? Parce qu'on l'a bien compris, le cadre, il est pas cadré en fait, c'est pas figé. Donc à quel moment on se dit là, ça a été trop loin? Je dirais quand ça vient mettre en danger la dynamique collective et économique aussi de l'entreprise, que ça peut avoir un gros impact. Donc effectivement, c'est très juste d'insister sur ce point-là. C'est aussi de connaître sa variable d'ajustement en tant que manager pour éviter d'en arriver à une situation hyper problématique qui va avoir un impact sur l'activité, qui va avoir un impact aussi sur l'équipe. Et on le sait, en tout cas, j'imagine qu'on a tous été confrontés à cette situation-là, ici et puis derrière les écrans, en fait, ça part souvent de quelque chose qui est petit et qui prend de l'ampleur si, effectivement, on ne veille pas à un moment donné à poser des limites. Donc, je dirais que la sanction, elle arrive vraiment un peu en dernier recours et que le mieux, c'est d'ajuster au fur et à mesure. Voilà. Mais ça peut être nécessaire pour préserver aussi l'équipe, le cadre et le bien-être de toutes et tous. C'est ça, avant tout finalement le collectif. Alors on reste toujours évidemment sur le terrain et les constats, et justement quand on évoque le cadre, on pense aussi au télétravail forcément. En effet, comment poser un cadre en dehors de l'entreprise? De surcroît, quand on sait qu'au premier semestre 2024, le télétravail dans le privé concernait plus d'un salarié sur 5, avec à peu près 2 jours par semaine en distanciel, ça compte, hein, Camille. On dit souvent que ça peut vite déborder en télétravail, hein, dans un sens ou dans l'autre finalement. On peut trop travailler ou parfois pas assez. Alors qu'est-ce qui se dérègle peut-être en premier? Est-ce que c'est la confiance, l'organisation ou peut-être même la lisibilité des règles? Je dirais que la clé, peut-être, je reviendrai à ça, la clé c'est la communication. Parce qu'effectivement, le risque c'est en fait de mettre une distance entre l'entreprise et le salarié. Donc effectivement, je pense que là, le cadre, il est peut-être encore plus important et ça demande justement de le penser en dehors de l'entreprise, quelque part, parce que ça reste l'entreprise qui se déporte en fait en dehors d'elle-même. Sur le papier. Et donc, oui, voilà, c'est ça. Et on a connu des phases, je ne reviendrai pas sur ces périodes qu'on a connues où le télétravail a pris une grande ampleur. Et finalement, la problématique centrale, c'était comment garder le lien entre les uns et les autres. C'était surtout ça. Donc pour moi, effectivement, la communication est clé. Des outils aussi qui permettent de maintenir ce lien-là, c'est essentiel. C'est quoi les outils, par exemple ? Je pense que effectivement, garder la communication, c'est faire des points aussi. Alors on en parle beaucoup, faire des points, ça peut paraître basique, mais ça me paraît quand même essentiel. Faire des points régulièrement, définir aussi un mode de communication, un mode de travail en télétravail qui sont importants, se dire voilà, à telle heure on se connecte, on fait un point sur la journée, le matin. En fait, c'est de garder le même mode de fonctionnement en entreprise avec la distance. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, une journée de travail, il y a des points, des moments un petit peu clés où on se retrouve à certains endroits, le midi, la fameuse pause café, etc. Et ça se joue, à mon sens, sur des petites choses parce que pour moi, le collaborateur, la collaboratrice connaît son cadre, connaît ses missions, elle sait ce qu'elle a à faire, si elle a les bons outils, que tout fonctionne. Le point un peu d'ajustement, c'est ça. Et donc, comment on arrive à maintenir ça alors qu'il y a cette distance géographique, ça me paraît hyper important. Emmanuel, je vous vois acquiescer, c'est des choses que vous avez pu vivre. Oui, non, mais c'est évident que définir le cadre. Maintenant, le télétravail, il est hyper intéressant à observer. Parce que finalement, je trouve que c'est un moment très important pour le manager. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il oublie de manager non plus. Ce n'est pas parce que les gens sont à distance qu'il ne faut pas manager. Ça veut dire qu'on a besoin des mêmes feedbacks, qu'on a besoin des mêmes temps
des mêmes jours fixes, peu importe quelles sont les obligations qu'on se crée, mais en tout cas, on a besoin des mêmes choses. Mais tout ça, ça doit être construit dans un cadre de confiance. Mais la confiance, pas celle qui est incantatoire, la confiance en profondeur. On a confiance en soi, on a confiance dans les projets d'entreprise et on a confiance aux autres. Et c'est cette confiance en profondeur qui est essentielle à construire. Et donc, le télétravail, je disais qu'il y a 25 ans, je l'ai déjà fait. Et c'est faisable, en fait. Ça existait déjà. Ça existait, on n'avait pas les mêmes outils informatiques qu'aujourd'hui, mais c'était hyper enrichissant. D'accord ? Donc, ça nous oblige aussi à être je ne vais pas dire meilleur manager, mais ça nous oblige à manager. Et ça change beaucoup de choses. Aurélien, le télétravail, c'est quelque chose qui va vous parler très bientôt, parce qu'on a dit que vous étiez de Tours, mais allez, on peut le dire, vous allez être bientôt au Lorientais, près de l'océan. Ça veut dire que le télétravail, ça fera partie aussi de votre quotidien. Oui, c'est une pratique qui est déjà bien intégrée au sein de mon entreprise. Les collaborateurs le pratiquent très régulièrement. Ça a été organisé. Le cadre a été posé. Chez nous, c'est 2 jours de télétravail en moyenne. Vous êtes dans l'étude, vous êtes dans les chiffres qu'on a vu tout Voilà, à l'heure. exactement. Et je dirais que le maître mot, en fait, c'est la confiance. Tout simplement. La confiance. Et dès lors qu'on a la confiance, que le cadre a été bien posé, il n'y a absolument aucun débordement. Et tout se passe très bien. Ça paraît tellement simple. Ça paraît tellement simple. Allez, on va poursuivre, vous l'avez vu, on pose des questions sur ce plateau, mais vous aussi, vous avez le droit de poser vos questions, on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas, et nos invités y répondront en fin d'émission. Et quand on parle du cadre, finalement, quelles que soient les difficultés ou les réussites, quelle que soit l'entreprise et les équipes, eh bien, il y a un dénominateur commun, messieurs, dames. En effet, c'est qui ? C'est vous, cher manager. En effet, parce que oui, le manager a un rôle essentiel, on le dit depuis tout à l'heure, et cette émission Transfo est là pour le rappeler. Et c'est l'occasion, donc, pendant cette émission, de vous proposer aussi de partager des solutions et des bonnes pratiques. Alors justement, puisqu'on parle de bonnes pratiques, Aurélien, en tant que manager, comment on permet aux équipes de s'épanouir et presque même, on peut parler de libérer les énergies ? Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, à mon sens, un individu n'est jamais aussi performant que lorsqu'il se sent libre. Libre, voilà, c'est au sens noble du terme, parce que je pense qu'en étant libre, il va pouvoir s'exprimer, pas se réprimer, pas se censurer, donc il va pouvoir développer sa créativité. Et donc, pour ce faire, il faut poser les règles dès le début. Et c'est vrai que moi, quand je recrute un collaborateur, généralement, je lui dis, écoute, moi, ma façon de fonctionner, c'est je te donne les clés de la boutique, les clés du camion, rien que ça. Et je te laisse piloter ta boutique et je te laisse être intrapreneur. C'est toi qui vas devenir l'expert de ton domaine, c'est toi qui vas piloter ton service et qui va devoir gérer les personnes du service tout en rappelant le cadre. Parce qu'évidemment, la liberté sans cadre, ça ne peut pas fonctionner. Il faut évidemment définir ensemble le cap qu'on veut se fixer, les objectifs et la direction qu'on veut se donner. Et ça, c'est oser, justement, dans ce cadre, parce que vous allez l'entendre, en effet, être manager, c'est parfois oser, c'est aussi parfois oser bousculer des habitudes. Et autant dire que vous, Emmanuel, vous avez sacrément bousculé une sacrée habitude. Vous avez osé retirer la pointeuse. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé et surtout, au-delà de la blague, comment on traduit finalement un cadre sans imposer cette fameuse surveillance constante dont forcément avaient l'habitude les collaborateurs. En fait, la pointeuse est un bel exemple de ce qui est devenu parfois le management. Ça veut dire qu'on a arrêté le management. On a donné la responsabilité de contrôle à un service RH. Ceux qui nous regardent et qui ont des pointeuses dans leur entreprise, ça va tiquer là. Parce que, oui, tant mieux. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Je pense qu'une pointeuse, on donne au RH le lendemain, on relève les anomalies et on dit au chef d'équipe, c'est bizarre, il n'a pas pointé, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui se retrouvent à 13h29 devant la pointeuse parce qu'ils finissent à 13h30. Donc en fait, vous avez 5 minutes fois 30 personnes, je vous répète combien d'heures ça fait. Donc moi, je dis, moi je vais faire confiance au chef d'équipe, je relève la pointeuse et le chef d'équipe, lui, il a à voir quand quand ses collaborateurs arrivent à l'heure, quand ils partent à l'heure, quand ils font une pause. Un jour, il y a un anniversaire, ils pourront faire une pause plus longue. Et le lendemain, il faut finir une tâche. Ils pourront finir la tâche parce qu'ils ne seront pas, encore une fois, à la minute dans un sens ou comme de l'autre. Mais c'est le manager qui doit gérer son équipe.
Alors justement, puisqu'on parle du rôle du manager, il y a un chiffre très parlant publié suite à une étude menée par l'Institut américain Gallup qui dit que 70% de l'engagement des équipes dépend directement du manager. Alors Emmanuel, vous insistez beaucoup sur justement l'exemplarité. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est aussi une pression pour nos managers. Alors je dis assez souvent que l'exemplarité n'est pas un moyen de convaincre, c'est le seul. Donc effectivement... C'est clair. Oui, je ne veux pas beaucoup en rajouter, c'est très clair, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas demander, exiger, créer un cadre et ne pas le respecter, ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres options, il n'y a qu'une seule option. Tout à l'heure, Camille l'a répété, l'exprimait comme ça de la même manière, mais c'est que si on veut créer un climat de confiance, si on veut que les collaborateurs soient engagés, qu'on veut qu'ils soient collectifs, il faut créer ce climat d'exemplarité. On ne peut pas demander aux collaborateurs de dire bonjour à leurs clients quand vous ne dites pas bonjour à vos collaborateurs. Donc c'est aussi simple que ça. Alors pardon, mais on entend des « il faut être exemplaire », etc. Ça veut dire quoi, Camille? Ça veut dire qu'être manager aujourd'hui, c'est être sacrément courageux? Oui, tout à fait. Alors moi, je rebondis sur ce que tu disais, Emmanuel. Moi, j'aime bien dire que être manager, c'est faire ce que l'on est. Et donc, assumer sa cohérence, c'est prendre des décisions qui sont courageuses, qui vont dans l'intérêt commun et qui parfois peuvent bousculer les intérêts individuels. On en parlait depuis le début. Mais parce que le manager, il est censé avoir cette capacité à anticiper, cette vision aussi de où il a envie d'emmener le collectif. Et je dirais que parfois être courageux, même souvent, c'est accepter d'être vulnérable. Le courage, il se construit dans la capacité à assumer sa vulnérabilité, à être dans l'intelligence émotionnelle. C'est vrai, parfois, ça peut surprendre, effectivement, de parler d'émotions, mais je crois que c'est extrêmement important. Et dans les émotions, on est vulnérable, mais dans les émotions, on est aussi courageux. Et donc, mais pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut oser dire là je suis perdu, là je ne sais pas. C'est quoi finalement montrer ses émotions et être vulnérable? Alors oui, on parlait d'exemplarité. Moi j'aime le terme transparence. Je pense que c'est aussi de dire les choses. Alors il y a des limites effectivement dans ce que l'on dit, mais c'est au moins d'exprimer qu'il y a peut-être une situation de difficulté qui nécessite que le manager à un moment donné prenne du recul ou prenne certaines décisions, ne dise pas tout. Mais en tout cas, c'est d'être dans la communication d'une difficulté rencontrée ou d'une prise de décision qui va venir mais qui n'est pas encore, ou de dire qu'on ne sait pas encore pour le moment. Et je pense que ça aide énormément. Et puis c'est une sécurité aussi, je trouve, pour le manager. Et quand on a envie de faire fonctionner un collectif humain, c'est important d'être dans son humanité. Ouais. Donc incarner, en tout cas, ce que l'on dit, pour moi, est très important. Et ça demande du courage. Et justement, puisqu'on parle du manager, depuis tout à l'heure, on parle bien sûr du cadre pour les équipes, mais on va aussi parler du manager, parce que le manager, il a aussi besoin d'un cadre. Camille, vous avez connu des contextes de restructuration notamment, et de dissonance aussi parfois, de manque de vision au-dessus de vous. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences directes d'un manque de cadre pour le manager, comme vous l'avez été? Pour moi, c'est crucial. Parce que derrière, on parle de perte de sens, de perte de motivation. Et quand on sait que le manager, c'est lui qui va effectivement donner une direction, incarner aussi quelque chose, transmettre une énergie aussi qui va motiver les collaboratrices et les collaborateurs, si lui-même, il n'est plus convaincu de ce qu'il fait ou qu'il n'a pas de direction lui-même pour pouvoir effectivement prendre les décisions, c'est-à-dire avoir des ressources, avoir un cap aussi. Quels sont les moyens que j'ai? Quelles sont les ressources? Quelle est la marge de manœuvre que j'ai? Est-ce que j'ai les mêmes valeurs aussi que mes directions? Peu importe l'environnement dans lequel on est. Je pense qu'effectivement, les conséquences derrière, elles sont très importantes. Tout à l'heure, on a vu le chiffre de 70% en fait, des collaboratrices et des collaborateurs qui vont se mettre en action parce qu'en fait, ils suivent le manager, ils ont confiance en le manager. Donc, c'est autant de conséquences derrière sur l'entreprise. Donc, c'est très important pour moi, oui, de poser un cadre, mais soit, en tant que manager, de connaître le sien. Parce que le risque derrière, effectivement, c'est qu'il y ait une dissonance. Voilà. Et moi, effectivement, je l'ai connu, donc ça fait complètement sens. Ouais.
Alors on va poursuivre, forcément, ça doit aussi faire résonance pour vous dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas justement à poser vos questions et encore une fois, nos invités y répondront en fin d'émission. Et puis on va parler de communication, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. On le sait, ce qui n'est pas dit est mal compris. La communication joue donc un rôle essentiel dans le fait de poser un cadre. Et justement, puisqu'on parle de communication, Emmanuel, on a parlé du cadre, peut-être carré, mais la communication, elle est bien au centre. Expliquez-nous ce que ça signifie. Bon, aujourd'hui, tout à l'heure, Camille disait qu'il faut être transparent, le plus transparent possible, et c'est exactement ça. Donc il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Et quand on communique correctement, quand on a des feedbacks réguliers, quand on fait bien ses entretiens annuels, quand on a un retour après chaque intervention, chaque réunion, etc., le cadre reste le cadre, puisque c'est toujours l'occasion de le définir, ce cadre. Donc de revenir à ce cadre. Puis il évolue, il peut évoluer, il y a des choses qui évoluent, il y a un marché du travail qui évolue, il y a un marché tout court qui évolue, il y a autre chose qui se passe, il y a un moment le Covid, ça évolue encore une fois. Donc à chaque fois, des choses qui sont très évolutives. Mais la communication est essentielle. Tout le monde, peu importe qui c'est, a besoin d'un cadre et aussi a besoin d'un feedback. Les deux sont liés. Vous évoquiez à l'instant la transparence, mais jusqu'où on peut être transparent? Est-ce qu'on peut vraiment tout dire? Je pense que quand les gens ils sont en confiance, on peut presque tout dire. Alors pas à tout moment, mais on peut tout dire. Aujourd'hui, moi je partage 100% des résultats financiers. Je partage les résultats financiers avec les collaborateurs. Je partage les résultats avec les collaborateurs parce que je pense que c'est très important qu'ils soient eux-mêmes impliqués de leurs propres actions. Donc voilà, c'est un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour l'investissement et un tiers pour les collaborateurs du résultat. Et ça me semble primordial. Et on peut donc tout dire, y compris quand un client est insatisfait, mais aussi quand un client est satisfait. Ça veut dire qu'il faut à la fois être capable de sanctionner, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on sanctionne l'entreprise. Pour moi, c'est toujours un échec de sanctionner quelqu'un, mais on a aussi à célébrer les succès. Et donc, dans ce cadre-là, justement, ça permet toujours de rappeler les objectifs de l'entreprise, qui sont les leurs. Justement, vous dites répéter. Aurélien, ça vous parle, ce verbe répéter, parce qu'en effet, pour vous, la communication, c'est aussi répéter encore et toujours les règles. Oui, pour moi, c'est vraiment le cœur du management et du fonctionnement d'un groupe, en vérité. Donc moi, j'ai instauré des petits rituels hebdomadaires. Il s'agit de réunions où on fait évidemment une météo pour déjà un peu sonder la disposition d'esprit des uns et des autres, mais pour pouvoir aussi, alors j'aime bien dire, vider son sac, avoir un peu un temps off, ce qui permet de se dire les choses, de communiquer, parce que bien souvent les difficultés, les incidents, les petits litiges peuvent venir d'incompris, d'ambiguïté, d'un mail qui a été mal interprété. Et donc le fait de communiquer en permanence, de se dire les choses, de se faire des feedbacks, ça permet de déminer plein de sujets. Et ça permet aussi, et c'est très important, de se redire le cap, de se redire pourquoi on est là, et puis éventuellement de vérifier si le cap qui a été fixé collectivement, il est bien tenu, et si ce n'est pas le cas, de définir une stratégie qui permettrait de redresser le cap, de mettre un petit coup de barre à droite ou à gauche, de façon à pouvoir servir l'objectif, et puis pourquoi pas, peut-être éventuellement interroger le cap, interroger la direction qui a été prise en début d'année pour pouvoir prendre une direction qui serait peut-être plus pertinente, parce que la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et ni celle de demain. Alors, quand vous parlez de vider son sac, est-ce que franchement ça fonctionne? Parce que quand on est un peu agacé contre un collègue, on aurait peut-être un peu de mal, surtout si vous êtes là en tant que directeur, d'aller vider son sac en disant « tu m'agaces ». Alors, est-ce que franchement ça fonctionne, vos réunions? Ça fonctionne dès lors qu'on est dans un climat de confiance, qu'on admet qu'on est des individus doués d'émotions et que le Aurélien chez lui et le Aurélien au travail, c'est la même personne. Et je pense que dès lors qu'on accepte ça, qu'on est une seule et même personne et qu'on n'est pas schizophrène au travail ou dans sa vie privée, on est fait comme tout le monde. Et que donc ça permet aussi de montrer qu'en tant que directeur, en tant que manager, on a aussi des émotions et qu'on peut aussi avoir parfois des ressentis et de penser de la même manière que ses collaborateurs. Et donc je pense que dès lors qu'on instaure ce climat de confiance, ça permet vraiment de se vider
et vraiment de pouvoir avancer sereinement et de rebâtir bien les fondations de demain. Ouais. Alors vider son sac, ça évite aussi peut-être, on en parlait tout à l'heure, lui il a eu le droit et puis pas moi. Et je reviens justement sur ce côté transparent, tout dire. Ça vous permet aussi par exemple d'expliquer qu'un collaborateur, la journée il va sur un chantier et finalement il ne travaille pas. Racontez-nous cette histoire d'aller justement communiquer jusqu'au bout. Évidemment que dans mon entreprise, par exemple, il y a des gens qui quittent l'entreprise et qui partent toute la journée. D'accord ? Donc eux, ils ont le sentiment que dans les bureaux, ils avaient le sentiment que dans les bureaux, ils ne travaillaient pas. Et dans les bureaux, ils disent, je ne comprends pas, on avait prévu une demi-journée, ils mettent 6 heures. D'accord ? Donc forcément, vous avez cette dichotomie entre le ressenti et la réalité, etc. Donc moi, d'une façon extrêmement régulière, je fais des vies ma vie. D'accord ? Donc on a instauré ça. Donc quelqu'un qui a 35 ans d'entreprise, etc., qui a passé sa vie au secrétariat, elle va passer une journée en installation. Évidemment, on ne lui demande pas de monter sur une échelle, etc. Mais n'empêche que ça aide aussi en disant voilà quelles sont les difficultés. Et inversement aussi, quelqu'un qui est en installation, quand on a l'opportunité, ce qu'on a encore fait la semaine passée, il va rester une demi-journée au bureau et il va faire des devis, facturer, écrire un mail, répondre à des mails, etc., dans la mesure du possible. Ouais. Mais ça, c'est très important. Et je pense que ce qui est la base de ça, c'est que quand on a créé le cadre, c'est le missionnement est essentiel. C'est que chacun doit savoir quelle est sa mission dans les objectifs d'entreprise. Et quand tout le monde sait quelle est sa mission et qu'on a expliqué aux autres quelle est la mission de l'autre, et finalement, on arrive à être plus transparent. Et puis en plus, quand il a une difficulté, un collaborateur a une difficulté, il peut le partager avec l'autre. Parce qu'il l'a déjà vécu ou il sait déjà à peu près comment ça se passe. Et c'est plus simple. On parlait aussi tout à l'heure des feedbacks essentiels, bien sûr, sur le positif, mais également sur les erreurs. Et ça fait partie aussi de votre quotidien, Camille. En quoi c'est essentiel de faire des feedbacks sur les erreurs ? Je crois que le droit à l'erreur, à mon sens, doit être intégré dans le cadre de l'entreprise. C'est extrêmement important parce que, en tout cas pour moi, les situations que j'ai pu vivre où il y a eu des erreurs, elles ont toujours été formatrices, elles nous ont toujours permis de visualiser un manque, un flou, peut-être un process ou un mode de fonctionnement qui n'était peut-être pas suffisamment clair ou une étape qui manquait. Donc moi j'y vois beaucoup de positifs à partir du moment où le feedback il est bien amené, où la communication est bonne et où derrière la solution elle est trouvée ensemble. Et je crois qu'outre le fait d'accepter le droit à l'erreur, c'est de la réparer dans le sens trouvons une solution ensemble, ou alors je te responsabilise sur le fait de trouver une solution. Et on est dans une dynamique beaucoup plus positive en œuvrant de cette manière-là. Donc, accepter le droit à l'erreur, c'est l'intégrer dans le mode de fonctionnement. Après, évidemment, ça demande un accompagnement, des ajustements et une bonne communication pour que ce ne soit pas vécu comme un échec par la personne. Soit presque une normalité, entre guillemets. Et le fait est d'être dans... Alors, j'emploie le terme réparation. On pourrait, en employer un autre, c'est une manière de redonner à la personne sa responsabilité et de la valoriser aussi dans sa capacité derrière à participer à un mode de fonctionnement qui soit encore plus judicieux. Voilà. Donc moi, j'y vois quelque chose de très positif. Et puis effectivement, lui permettre d'être toujours acteur. Alors on va aussi vous demander d'être acteur, on vous l'a dit, vos questions, on les attend pour que nos invités y répondent. On va peut-être découvrir la première question, d'où nous vient-elle et surtout quelle est-elle ? Alors, de Carole Schiller, la sanction peut-elle être pédagogique ? Qui souhaite répondre sur cette question ? Emmanuel ? Bonjour Carole. La sanction ne peut pas être pédagogique. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle répond à une difficulté, à une erreur ou quelque chose où on n'a pas respecté le cadre, etc. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la sanction est aussi une sanction pour l'entreprise. Donc, on n'a pas correctement fait les feedbacks, on n'a pas été assez efficace dans ce qu'on voulait passer comme message, on n'a pas assez communiqué, on n'a pas fait suffisamment confiance. Donc, ça peut être pédagogique par rapport aux autres en disant oui, on traite les sujets, mais c'est forcément, pour moi, un sentiment de fuite en avant. D'accord ? Je parle de la personne qui est sanctionnée. Pour le reste de l'entreprise, ça permet de dire on le tient à ce cadre, on l'a défini ensemble, on le tient. D'accord ? Mais ça ne peut pas être juste
Ça doit être une ça sanction va au te faire du sens, bien d'être sanctionné, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, comme à l'école, la punition ne peut pas faire de bien. Voilà. On apprend toujours. Ouais. Allez, autre question. On va la découvrir. On avait vu que Carole, je crois, avait envoyé une deuxième question. Est-ce qu'on aurait peut-être une autre question ? Ah pardon, quand est-ce que l'on trouve le temps de faire tout ça ? Eh bien oui, vous avez bien raison. Il s'est dit beaucoup de choses pendant ces 45 minutes. Mais alors voilà, concrètement, comment on s'y met ? Alors le rapport au temps pourrait donner lieu à une autre émission, parce que c'est un sujet fondamental. Je crois qu'il faut s'obliger, alors je dis ça, c'est une manière très positive, à prendre du temps, à s'extraire parfois de son environnement, pour y revenir de manière beaucoup plus lucide. Finalement, parfois, on a l'impression que prendre ce temps-là, c'est en perdre sur de l'opérationnel. Mais quand on l'intègre dans son mode de fonctionnement, on gagne énormément derrière en lucidité, en capacité aussi à mieux trouver des solutions. Donc je pense qu'effectivement, c'est de savoir accepter aussi son humanité, ses limites, et se dire qu'effectivement, à un moment donné, c'est en le prenant ce temps-là qu'on va gagner du temps sur la suite. Carole, il est urgent de prendre son temps. Allez, une troisième question peut-être de Vanessa Gilles. Quand il n'y a pas de cadre dans l'entreprise, comment poser un cadre à son équipe qui peut être différent du cadre d'un autre manager ? C'est peut-être ce que vous avez vécu un petit peu, Camille, mais qui souhaite répondre à cette question ? Alors moi, je pense que ce n'est pas incompatible. Je pense qu'à situation égale, traitement égal, à situation différente, traitement différent. Et que donc, à services différents, un cadre différent, adapté, par exemple, on peut avoir des services qui pourraient tout à fait se satisfaire du télétravail et d'autres dont le fonctionnement est incompatible avec le télétravail parce que, par exemple, on est en agence, on répond aux standards. Et donc, pour moi, il s'agit simplement d'expliquer, en fait, d'accompagner et d'expliquer le sens du cadre qui a été posé dans un service qui serait différent de celui d'où émane la demande. Ouais. Camille, peut-être, vous déjà, qui avez un peu vécu ça. Hein ? Oui, alors déjà, je dirais qu'il y a toujours un cadre. Ouais. Simplement, il est soit mal posé, soit flou, soit pas incarné. Donc, il y a toujours un cadre pour moi. Déjà, je dirais que la première des choses, c'est partir de l'existant. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Déjà, faire un état des lieux. Et puis, je pense qu'après... c'est important aussi d'y mettre sa touche personnelle, de sa personnalité, d'oser effectivement à un moment donné faire les choses différemment, surtout si effectivement le cadre est, on va dire, n'est pas très clair. Pour moi, de toute façon, c'est une remise en question permanente. Ouais. Un cadre, je pense qu'on l'a suffisamment répété là pendant cette émission, c'est constamment de l'étendre et de le ramener en son centre. Donc, effectivement, c'est important de le voir dans cette notion de flexibilité. Mais il y a toujours un cadre. Il n'est pas toujours bien posé. Et nous, notre cadre, eh bien, c'est 45 minutes. Hein. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, comme le disait Carole ou Vanessa, on n'a effectivement pas toujours le temps, mais durant ces 45 minutes, beaucoup de choses ont été dites grâce à nos invités. Alors, on va vous demander de participer une dernière fois. Qu'est-ce que vous allez retenir ? Vous savez qu'à Germe, l'idée, c'est d'utiliser des outils grâce aux intervenants que vous pouvez rencontrer lors de vos journées. Alors justement, avec quoi vous repartez après cette émission ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre concrètement avec vos équipes, peut-être dès demain ou après-demain, ou en tout cas prendre le temps, comme le disait Camille. Partagez-nous ces éléments-là. Et puis nous, on va faire un dernier tour de table. En effet, on a dit beaucoup de choses, ça c'est clair. Mais si on devait repartir avec peut-être un conseil, une règle, un sens, ce serait lequel ? Qui souhaite commencer ? On va faire un dernier tour de table. Le temps que nos invités derrière les écrans répondent. Vas-y. Ne vous battez pas. Non. Vas-y. Camille. Donc à moi. Alors moi, si je devais en tout cas résumer ou en tout cas donner un conseil, si je puis dire, c'est prenez soin de vous parce que vous êtes la clé de voûte aussi de ce cadre-là. Prenez soin de vous, osez vous extraire de votre entreprise, vous faire accompagner, suivre des formations, vous faire superviser, aller chez Germe pour celles et ceux qui n'y sont pas encore. Je crois que
tout est transformable positivement. Donc j'espère en tout cas que tout ce qui a été échangé aujourd'hui permettra de donner aussi des clés, de vous donner des clés et de vous permettre aussi de voir le cadre sous un autre angle, puisque c'est surtout de ça dont on parle, c'est l'angle. Quel angle on a, voilà. Merci Camille. Emmanuel ? Alors moi, je dirais, votre différence et votre diversité est une force. Donc soyez en confiance dans tout ce que vous êtes et de ce que vous faites-vous confiance vous, et vous donnerez beaucoup de confiance à l'équipe dans un cadre bien défini. Allez, on termine avec vous Aurélien. Un dernier conseil avant de découvrir avec quoi repartent ceux qui nous regardent. Moi, je dirais osez faire confiance. Osez faire confiance avec les personnes qui vous entourent, car finalement, si le cap est clair, eh bien, vous les embarquerez et en fait, l'objectif sera forcément atteint. C'est ça, faire confiance et surtout être soi-même et prendre soin de soi. Et vous repartez avec quoi? On va le découvrir. Merci d'avoir pu sortir du cadre en cette fin de journée, du temps bien investi et du temps gagné. Merci Vincent. Connaître son propre cadre, en effet, en tant que manager, de l'utilité, de la communication, encore et toujours. Merci vraiment à vous pour votre participation. On va remercier aussi nos 3 invités d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Merci également aux équipes de Germ et de Mstream pour avoir préparé cette émission bien en amont. L'émission est évidemment à retrouver en replay sur la chaîne YouTube du réseau Germ. Et pour répondre à la question du début d'émission, bien sûr, oui, le manager peut et doit encore poser un cadre clair et partagé qui soutient bien sûr et qui sécurise pour permettre à chacun de trouver sa place et d'avancer. C'est finalement ce que propose Germ et ce qu'on appelle le progrès du manager. Salut!